Alors, merci beaucoup Thibaut. Donc effectivement, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Il y en a déjà qui l'ont fait la semaine dernière et on a déjà pu répondre à une partie. Alors, formation, je reprends. Donc, objectif de la formation, c'est permettre aux infirmiers, donc il y a 7 jours de formation. Ça peut paraître conséquent, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc, repérer les limites du champ d'exercice, fondamental, tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Intégrer les connaissances médicales, bien entendu. Alors, il y a le DU insuffisance cardiaque, mais pendant tout le compagnonnage et ces 7 jours de formation, c'est vraiment de les intégrer d'un point de vue voilà, conséquences pratiques. Et donc, c'est un complément au DU. Il n'y a absolument pas, enfin, tous ceux qui l'ont vécu pour l'instant disent bien qu'il n'y a pas de doublon, vraiment. C'est vraiment complémentaire. En tout cas, c'est comme ça que ça a été construit. Repérer et comprendre le fonctionnement des outils d'aide à la décision, donc les armes, comment ils fonctionnent, comment on les prend en main. Apprendre à repérer les liens nécessaires à la coordination, tout ce côté coordination, donc finalement, les infirmiers deviennent infirmiers de coordination, mais il n'y a pas beaucoup de temps dédié à ça, et donc on parle beaucoup parcours patient aussi, et lien entre les différentes prises en charge, et identifier les particularités de ce fameux positionnement infirmier. Alors, les prérequis au maintien des compétences à la page 18 du protocole. Tout infirmier ne peut pas, tout médecin ne peut pas, évidemment, être délégant ou délégué. Donc, un infirmier doit, pour faire la formation, doit avoir une partie déjà de ce minimum exigé, qui est d'être déjà infirmier et d'avoir 3 ans d'exercice professionnel, dont 1 an en cardiologie. Et le DU ou les titulaires, ou en tout cas, il est inscrit au DU pour pouvoir s'inscrire à la formation. Pour les consultations, on parle de 100 consultations ou 50 heures. On peut se poser la question d'où ça sort. On nous a demandé, enfin, c'est une obligation dans les protocoles de coopération de réfléchir à la quotité nécessaire, suffisante pour acquérir ces compétences. Donc, on a simplement regardé Michel et Sandrine, comment ils avaient évolué, sachant que Sandrine vous a expliqué la semaine dernière que c'était elle avait déjà une expérience très conséquente en insuffisance cardiaque, en cardiologie en insuffisance cardiaque et en éducation thérapeutique. Et Michel, pour le coup, pas du tout, parce qu'il venait de réanimation. Donc, on avait vraiment 2 extrêmes, ce qui était très intéressant. Donc, ça nous a permis d'évaluer ça. Depuis 3 ans, honnêtement, ça conforte très bien ce schéma. Donc, 20 consultations en observation, 50 en binôme et 30 en supervision. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas forcément que de la consultation de titration, il y a aussi des consultations non programmées, et notamment pour l'observation, on l'explique très bien pendant la formation, c'est pas forcément de la consultation pure d'insuffisance cardiaque. Pendant cette observation, le tout, c'est de voir cette posture de consultant, en fait. Quelle est la posture du consultant et du prescripteur? Donc, toute consultation est bonne à prendre pour cette partie-là. Quand on arrive vers les 30 consultations en supervision, là, par contre, il s'agit d'être vraiment sur la consultation de titration pour vraiment s'aguerrir sur le sujet, quoi. Maintien de compétences, donc il y a 80 consultations par an que l'infirmier doit faire pour maintenir ses compétences, et donc il faut qu'il puisse assurer ces 80. Elles peuvent être faites sur 3 mois de l'année s'il y a une grossesse en cours, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis par an. Ce que doit contenir la formation du protocole, c'est page 18. Donc si jamais nous on propose une formation à la PHP, pour simplifier encore une fois, comme vous a dit Thibaut Damy, le but c'est que ça diffuse large, facilement, et que vous ne perdiez pas le temps que nous on a dû prendre pour monter tout ça. Donc c'est un gain de temps qu'on vous propose, mais si quelqu'un voulait, il faudrait que ça réponde à tous ces caractères-là. Donc page 18, il faut que ça réponde à tout ça pour pouvoir adhérer au protocole. La formation qu'on propose à la PHP, donc c'est une chance en fait, parce qu'à la PHP, il y a un centre de formation continu intégré à la PHP. C'est pour ça qu'on a pu monter cette formation. Je vous ai mis à jour par rapport à ce que vous avez dans vos petits cahiers. Il y a les dates de l'année dernière, donc là c'est les dates de cette année, pour 2022, pardon. Donc ça va commencer en début février 2022 et se terminer en mai 2022. Évidemment, on ne prend pas les mêmes dates que le DU, donc tout ça est vu avec le DU. On travaille en bonne intelligence complète avec ceux qui s'occupent du DU, et donc on fait quelque chose qui s'intercale bien. Une session par an est ouverte, donc depuis 2019, et pour des groupes de 15 infirmiers voilà, qui sont chaque année avec nous. Le programme, très résumé, il y a donc sur 7 journées, et une journée qui est à distance, celle qu'on a fait vendredi dernier, qui se fait à peu près 6 mois après la fin du 7e jour, et qui est vraiment sur du partage d'expérience. Donc là, le premier jour, il s'agit de parler surtout de coordination parcours de soins. Sur le J2, on est plus sur de l'accompagnement thérapeutique, et alors on a un peu inversé le J3 et le J2, mais c'est voilà, c'est juste pour vous montrer que vous voyez en haut à droite, je vous ai mis tous les modules, et donc on va cocher toutes ces cases au fur et à mesure de la formation.
La titration, évidemment, on y passe un bon moment. Les consultations non programmées. La télésurveillance, on a tout rassemblé sur une journée maintenant pour la prochaine session. Et puis, sur le 7e jour, c'est tout ce qui est complémentaire à la prise en charge du patient insuffisant cardiaque qui peut éviter les décompensations, tout ce qui est prophylaxie, par exemple, vaccinale, la fameuse fragilité gériatrique. Et donc, il y a un gériatre formidable qui nous rejoint sur cette journée-là et qui passe 1h30, 2 heures à nous parler de gériatrie avec un dynamisme incroyable et c'est vraiment utile pour nous tous. Et puis, évidemment, en fond, on parle toujours de permanence téléphonique, de comment gérer ses appels, de l'orientation, etc., qui est un fil conducteur. Alors, la démarche d'adhésion, je vais passer très vite aujourd'hui, mais c'est pour que vous ayez tous les éléments. Et je sais que vous m'appellerez le jour où vous y serez parce que c'est, voilà, à chaque chose en son temps. Donc, le médecin, il doit être médecin et il doit être cardiologue et avoir pris en charge des patients insuffisants, enfin, avoir travaillé dans une structure où il y a des patients insuffisants cardiaques qui gravitent. Voilà son engagement. Pour les infirmiers, donc infirmiers, 3 ans, je vous l'ai dit, tout ce qu'il faut pour la formation. Il doit avoir les 40 heures de TP, elles sont incluses dans le DU insuffisance cardiaque. Donc, ceux qui se posent la question de comment ils vont prendre le sujet, ne commencez pas par la formation ETP à part parce que c'est dommage, vous allez recommencer pour le DU insuffisance cardiaque, donc c'est 2 en 1. Une attestation de formation insuffisance cardiaque, donc montrer qu'on a bien tout ce package théorique et pratique des 100 heures. FGSU niveau 2, il faut y penser très tôt parce que souvent c'est compliqué finalement d'avoir, elles doivent être actualisées tous les 4 ans, donc pensez-y vraiment tôt, c'est compliqué d'avoir des sessions de formation, il n'y a pas assez de place pour le nombre de gens à former, donc il faut y penser très très tôt. Et l'inscription à l'ordre est obligatoire pour tout protocole de coopération et du reste est devenu obligatoire puisque, pour ceux qui ne le savent pas, depuis septembre, il n'y a plus de numéro ADELI, mais une inscription à l'ordre infirmier qui donne un numéro RPPS. L'outil d'adhésion, c'est une plateforme qui s'appelle plateforme démarche simplifiée. C'est une plateforme purement administrative qui ne s'occupe pas que des protocoles de coopération. Donc, c'est vraiment de l'administratif. J'ai eu la réponse pour Monsieur Marcadet tout à l'heure. Donc, oui, il faut, même pour un protocole de coopération locale, faire exactement les mêmes démarches sur cette plateforme démarche simplifiée. La chute de l'histoire est exactement la même. Et vous allez voir, c'est vraiment de l'administratif. Donc là, il n'est pas question de remettre en question le cœur du sujet du protocole de coopération. On est sur la déclaration de professionnels qui sont bien des professionnels de santé, qui sont bien le délégant, le délégué, etc. Donc, il y a tout un chemin. Il faut bien choisir le bon protocole, évidemment. Il y a une partie administrative collective avec les coordonnées de ce fameux correspondant ARS qui va s'identifier, l'accord du directeur de la structure dans laquelle vous allez travailler et une attestation d'assurance. À la PHP, on a la chance d'être 2 en 1, donc on fait 2 en 1. Mais vous, il faut qu'il y ait une attestation d'assurance qui couvre, en fait, qui va couvrir notamment la télésurveillance, qui est un exercice particulier qu'il faut déclarer auprès de vos assurances. Tableau d'engagement des professionnels médicaux et paramédicaux. Donc ça, c'est commun. Vous allez tous signer sur un même document, délégant, délégué, avec vos numéros d'inscription à l'ordre, numéro RPPS et votre signature. Et à côté de ça, chacun va avoir son petit dossier personnel avec sa carte d'identité, à jour, s'il vous plaît, parce que sinon vous allez être retoqué, la carte CPS ou l'attestation d'inscription à l'ordre, médecin et infirmier, respectivement, et une attestation sur l'honneur de formation. Donc, chacun va faire son attestation sur l'honneur. Les infirmiers vont déclarer qu'ils sont bien infirmiers, qu'ils ont bien suivi le DU à telle date, qu'ils ont bien fait la formation, qu'ils ont bien fait leur compagnonnage de telle date à telle date et pour tel nombre de consultations ou tant d'heures, et qu'ils sont bien à jour de leur FGSU. Pour les médecins, un exercice d'1 an, ils disent bien que je suis médecin depuis, je suis cardiologue depuis et j'ai bien travaillé auprès d'insuffisants cardiaques dans le cadre de mon exercice en tant qu'interne, que cardiologue, que machin, dans tel service, à tel moment, telle période de mon histoire. Il y a des trucs et astuces à connaître, je vous les ai mis là, je passe. Il y a tout un langage sur cette plateforme administrative et donc ce qu'il faut retenir de là, c'est que quand on est au tout début en brouillon et tout à la fin en terminé, on n'a pas le droit de pratiquer le protocole de coopération. Tout ce qui est au milieu, les statuts en construction, en instruction acceptée, ça veut dire que vous avez le droit de pratiquer ce protocole de coopération. En pratique, ça veut dire quoi? Dès lors que vous aurez déposé toutes les pièces que je vous ai indiquées tout à l'heure, ça va passer en construction sur cette plateforme. Et à partir de ce moment-là, donc dès que vous avez appuyé sur le bouton « Déposer le dossier », vous êtes en droit de pratiquer le protocole de coopération. L'infirmière est en droit de prescrire et de laisser partir un patient de façon très concrète avec une ordonnance où elle seule a signé.
En instruction, ça veut juste dire que l'ARS est en train de regarder concrètement tout ça et c'est à ce moment-là qu'elle est capable de revenir vers vous en disant « Ah, la pièce d'identité de tel ou tel n'est plus à jour ». Etc. Ça peut arriver, alors apparemment, sur le nom des ARS, c'est entre 6 mois et 1 an. Ils mettent, aux dernières nouvelles, par exemple, sur la région parisienne, c'était 11 mois de délai pour que l'ARS se penche sur un dossier d'adhésion. Et après, ça bascule en accepté. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'attendez pas que ce soit accepté pour faire, et heureusement. On est vraiment sur de l'administratif et du contrôle de documents fiables, quoi, en fait. Donc, il y a un endroit spécifique où on voit ce statut. Dernier point à savoir, c'est que si vous êtes dans un établissement public, il faut savoir que les infirmiers ont droit à une prime de coopération. C'est un décret et un arrêté du 6 septembre 2019 qui l'a prévu et donc qui permet à des infirmiers, enfin en tout cas des professionnels de santé délégués, délégués, engagés dans un protocole de coopération, de recevoir une prime de coopération de l'ordre de 100 € bruts par mois, c'est-à-dire 80 € net. Voilà, pour la petite histoire, ce qui est un peu particulier, c'est que les infirmiers de pratique avancée, c'est à peu près la même marge qui peut quand même poser sujet, et qui pose sujet de débat, ce qui est bien normal. Mise en œuvre et suivi. Derrière, une fois que vous avez adhéré à ce protocole, il y a il y a 1 an après, en fait, l'ARS va attendre un retour parce qu'elle veut s'assurer que vous faites bien ça régulièrement et que vous mettez bien en place le protocole de coopération. Sinon, il va falloir sortir du protocole si vous ne l'appliquez pas, puisque à la rubrique, on fait très bien ce qu'on fait souvent. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là. Et donc, elle va vous demander un tableau qui est tout prémâché dans le protocole de coopération. Et vous le regardez, voilà, il y a des indicateurs, tout simplement, le nombre de consultations qui sont faites à peu près. Est-ce qu'il y a bien au moins 80 consultations qui sont faites par an? Est-ce que vous faites bien vos revues de dossier une fois par mois? En tout cas, est-ce qu'il y a bien ce lien délégant-délégué? Et des questionnaires de satisfaction, des patients bien sûr, mais aussi des délégants et des délégués. Donc, une fois par an, faire un arrêt sur image. Est-ce que les délégants sont à l'aise? Est-ce que les délégués sont à l'aise? Et est-ce que les patients sont contents de leur prise en charge et que tout ça marche bien? Alors, mettre en place un projet, les sources de financement, on y arrive. La question brûlante que vous aviez. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement récupéré ce qui existe dans les textes et dans les gros pavés de 500 pages de nomenclature. Donc, une consultation médicale, vous le savez, quand c'est une consultation de cardiologie, c'est 47,73 €. Ce qui fait à peu près 140 à 190 € par titration si on compte une moyenne de 3-4 consultations par patient. Il y a l'option des HDJ intermédiaires. Depuis septembre 2020, vous le savez, je pense pour beaucoup d'entre vous, c'est en fait ce qui a remplacé les prestations intermédiaires. Et donc, il faut 3 interventions coordonnées et auquel cas, c'est 275 € par séance d'HDJ intermédiaire. Se pose la question de ce qu'on met comme 3 interventions. Les infirmières Prado, c'est l'AMI 4 et ça représente à peu près 200 € par patient pour un patient pris en charge sur 4 mois. Mais pourquoi pas, on pourrait imaginer que ça puisse être une idée. Les infirmières libérales, elles ont potentiellement la ressource des AMI 5.8 qui sont encore très peu connues et mal utilisées, mais ça peut représenter jusqu'à 15 séances de suivi du patient et donc jusqu'à 274 € par patient. Donc, ça peut quand même être un modèle qui pourrait être intéressant. Les infirmières pratiques avancées, elles, c'est un forfait déjà, c'est une notion de forfait sur l'année et donc ça représente 180 € par an par patient avec des suppléments en fonction de l'âge du patient possible. Et ensuite, il y a le fameux forfait étape pour l'instant de télésurveillance qui va tomber dans le droit commun, on va l'espérer pour l'année prochaine. Et donc, ça représente 340 € par patient et par an, ou la moitié par 6 mois. Donc, avec tout ça, vous pouvez, donc une infirmière financée, enfin, juste avec la télésurveillance, une infirmière est financée par 150 patients télésurveillés. Voilà, si vous voulez avoir un peu un repère comme ça. Donc, voilà tout ce qui existe aujourd'hui dans le droit commun. Et pour étape qui va bientôt tomber dans le droit commun, mais en tout cas qui existe aujourd'hui et sur quoi vous pouvez vous poser. J'ai posé la question à la CNAM et je relève le fait que vous êtes nombreux à savoir comment on pourrait financer directement les actes infirmiers et les consultations faites par des infirmiers, notamment dans le privé, dans les cliniques privées. C'est une vraie question, ils savent que c'est une vraie question et voilà, j'attends des réponses. Donc moi, je vous ai plaqué. Ce qui est écrit ici, a priori, n'est pas faux, sauf si vous avez des expériences qui disent que c'est faux, mais c'est ce qui est écrit vraiment dans la nomenclature. Et vous pouvez vous fier dessus. Ça, c'est juste pour étape, pour ceux qui ne savent pas, c'est les éléments d'étape du cahier des charges pour le financement de la télésurveillance.
Et après, il y a l'article 51, mais là, c'est pour l'instant que la PHP, puisque c'est la PHP qui a déposé cet article 51, insuffisance cardiaque, qui inclut le protocole de coopération et le socle basique de cet article 51. Et c'est l'objet, c'est de financer justement et de montrer que ça vaut le coup en mettant de l'argent au forfait pour une prise en charge par une infirmière, de la titration, de la télésurveillance, etc. Et dès qu'elle commence à prendre un patient en charge, pour une durée d'1 an qui a été estimée dans ce projet. Il y a différents forfaits en fonction d'une sévérité et on a 4 ans pour prouver que ça vaut le coup de miser sur ces infirmiers et pour que vous y ayez tous accès. Donc ça, on aura la chute de l'histoire en 2024. Pour l'instant, on en est là. Pour que vous ayez une notion, c'est qu'un patient très sévère, dans cet article 51, c'est une infirmière pour 80 patients, donc ce qui permet quand même de réduire par rapport aux 150 patients selon la sévérité du patient. Ça, c'est une cartographie qui peut être, je sais que ça a déjà servi à certains endroits, c'est de la gestion de projet, donc ça peut être utile. Comment vous pouvez inscrire votre projet, en tout cas, c'est toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour mener votre projet. Donc, vous les avez ici pour situer un peu votre parcours et comment vous pouvez construire ça, ou si vous avez déjà avancé, où vous en êtes. Pensez encore une fois aux commissions de soins, au CHSCT, etc. Dans vos structures, surtout quand c'est des grosses structures, c'est quand même... voilà, on perd de vue ces points-là parfois et c'est important. Là, c'est un titre indicatif pour vous dire que quand ça a démarré à Mondor, ils ont commencé d'emblée avec 8-10 consultations de titration par semaine parce qu'il y avait les 2 infirmiers. Mais en gros, il faut compter à peu près 3-4 consultations. Quand vous commencez pour un infirmier, il faut compter une demi-journée pour les préparer. La télésurveillance, dès qu'elle a démarré, ça monte assez vite. On monte rapidement quand même à 50 patients en l'espace de 6 mois. C'est vraiment pour vous donner une idée un peu des chiffres qui sont acceptables, je pense, en termes de montée en charge, absorbable, sans angoisse particulière, de façon sereine, construite pour monter en compétence, en fait. La permanence téléphonique, il faut y penser assez vite. Et puis, il y a beaucoup de communication à faire, donc il ne faut quand même pas négliger cet aspect-là, parce que pour qu'on vous donne les moyens, et on va vous demander aussi, en tout cas, jouer ce jeu-là, c'est important, de communiquer, d'écrire un petit article dans la feuille de chou locale, des choses comme ça, c'est important. Pour vous redonner ensuite une idée, en 2021, l'évolution, donc là, c'est plutôt 130, 150 patients télésurveillés, on est monté jusque-là. Pour 2 infirmiers à peu près et monter à 3 ensuite. L'évaluation de la fragilité qui s'est mise en route, voilà. Et donc notre espoir, c'est maintenant, enfin notre espoir, ce qu'on souhaite mettre en place rapidement maintenant, c'est vraiment les diurétiques IV en HAD. C'est faisable, mais ça s'organise et donc on est sur ce sujet-là. Et puis évidemment dans le parcours ville-hôpital, de construire en fonction de ces sévérités de patients, les patients qui peuvent être suivis par une structure plus en ville parce que c'est de toute façon là où ils sont suivis. Et donc, il peut tout à fait y avoir des infirmiers, c'est pour ça que vous êtes tous là aujourd'hui, quel que soit le lieu d'exercice en fonction, mais il y a certainement une notion de sévérité des patients derrière ça. Quoi retenir de tout ça avant que je laisse la parole à Thibaut? Le cadre légal du protocole de coopération est exigeant parce qu'il est précis. Il offre de nombreuses opportunités. Mais pour ça, avant de se lancer, il faut lire ce protocole, j'insiste, et définir les organisations. La confiance des légants délégués, c'est la clé d'une coopération qui va durer dans le temps et qui sera efficace et vous allez vraiment tirer tout le bénéfice vraiment assez rapidement malgré tout. Au début, ça prend du temps. La première année, au moins les 6 premiers mois, ça c'est sûr, ça prend du temps. Il y a 1 an de formation globale, mais après, une fois que ça démarre, ça démarre. Le transfert de compétences et l'expertise infirmière nécessite un véritable compagnonnage et il va devoir se poursuivre, et ça aussi c'est important que vous reteniez ça, sur les années en termes d'actualisation conjointe des connaissances, c'est-à-dire que prévoyez d'aller ensemble dans les congrès, en tout cas pensez aux infirmiers, les envoyer en congrès systématiquement au moins 1 fois par an sur un des congrès pour maintenir à jour les connaissances en fait, que soit, enfin vous avanciez tous, ils sont experts, ils vont devenir experts et donc il faut maintenir ces connaissances et c'est des réflexes qui ne sont pas forcément aussi naturels que pour les médecins. Donc pensez notamment, je pense au congrès, toutes les lectures ou tous les éléments que vous avez vous de façon naturelle pour les médecins, il faut le partager avec les infirmiers, que les infirmiers s'approprient cette façon d'actualiser leurs connaissances d'expertise. Merci beaucoup de votre attention et je passe la parole à Thibaut, qui va reprendre de la hauteur sur tout ça.
Voilà, merci beaucoup Armelle. Donc, ce qu'on voulait, c'était effectivement réexpliquer un peu le contexte global parce qu'on est tous dans nos hôpitaux, dans notre quotidien, et vous montrer que notre vision, en fait, elle se veut vraiment être partagée, mais au niveau national, et c'est bien pour ça qu'on a fait ce protocole de coopération nationale. C'est que dans mon expérience en tant qu'ancien président du GIC, c'est que j'ai vu des choses vraiment, et j'ai pu voir avec tout ce qu'on avait monté avec le bureau du GIC, avec la GAZIC, etc., tout ce qui se passait dans nos régions, et qu'il y avait vraiment des choses vraiment incroyables, des professionnels qui s'étaient engagés dans des protocoles locaux avec énormément d'acharnement. Et souvent, malheureusement, ces projets arrivaient à un non-financement, comme les réseaux qui se finissaient, ou des professionnels qui partaient en retraite ou qui changeaient de lieu d'exercice. Et tout s'écroulait, faute en fait probablement d'une dynamique nationale. Et donc, ça nous a semblé très important de se lancer dans quelque chose qui pouvait servir en fait à l'ensemble de la communauté et qui puisse donner un cadre légal d'exercice. Parce que souvent, on voyait des infirmiers qui se retrouvaient dans des positions en fait un petit peu complexes, à faire des choses finalement qui étaient de l'ordre du médecin, mais qui n'avaient pas vraiment ce cadre légal pour s'appuyer. Et quand cet infirmier partait en congé ou changeait d'exercice, et ben le suivant n'acceptait pas forcément de faire la même chose. Voilà. Donc, on a vraiment voulu se lancer dans ça et vous donner les moyens, en fait, via ce protocole de coopération nationale. On comprend bien qu'il peut paraître lourd, mais en fait, il n'est pas si lourd parce que le travail a été fait. Donner un cadre d'exercice pour nos professionnels. Alors, pour reprendre un peu de hauteur, je vous ai repris la préface d'Olivier Véran, sur le livre blanc de l'insuffisance cardiaque, donc porté par la Société française de cardiologie, par le groupe Insuffisance cardiaque et cardiomyopathie, qui précise bien quelle pathologie on est en train de gérer et qu'on va gérer à l'avenir, et qui se préoccupe, vous voyez, donc on est dans une phase où le gouvernement et nos institutions, en fait, vont porter cette pathologie et la portent. Et je crois que nous, on la connaît, etc. Mais on est vraiment dans quelque chose, en fait, de global, national, ministériel, au niveau de l'assurance maladie, au niveau des ministères, et il faut s'appuyer dessus pour aller voir nos directions. Donc, on a écrit ce livre blanc avec de nombreux collègues. On va en reparler au cours de cet exposé que j'espère pas trop long. Et il faut vraiment s'appuyer dessus et vous pouvez nous contacter pour avoir des copies de ce livre blanc de façon à pouvoir aller dans vos directions, le porter. Et je pense que cette préface, vous voyez, qui vous dit que c'est le vieillissement de la population, qu'il va y avoir plus de 2 millions d'insuffisants cardiaques, plus de 25% de patients insuffisants cardiaques tous les 4 ans, c'est les propos de notre ministre de la Santé, et que si on n'organise pas le soin et nos hôpitaux, mais également en ville, bien sûr, parce que c'est CESIC, c'est l'hôpital, mais les CESIC, pour les patients insuffisants cardiaques moins sévères, c'est aussi la ville, on va être submergé. Et il est clair que de toute façon, on ne peut pas augmenter nos lits d'hôpitaux pour prendre ces patients, et donc il va falloir coordonner ce parcours de soins. Ces chiffres, ils viennent en fait de toute la France. Donc là, pour les plus de 25%, c'est juste l'Île-de-France, et ça vous montre année après année l'augmentation de 6% annuellement du nombre de patients en soins cardiaques, et c'est là d'où vient ce chiffre, plus de 25% à 4 ans. Donc le parcours de soins, vous le connaissez bien, ce parcours de soins avec ses réhospitalisations permanentes, plus de 25% à 3 mois, toutes ces diapos, tous ces textes, etc. sont vraiment à votre disposition pour convaincre vos structures si encore il y avait besoin de le faire. Et tout est basé, bien sûr, sur cette optimisation du traitement, sur cette télésurveillance et sur cette coordination du parcours de soins où il manque tant d'acteurs. On est donc dans une pathologie du sujet âgé et 90% des patients ont plus de 65 ans. Et cette coordination du parcours est vraiment primordiale, avec des coordinations aussi via les gériatres et la création d'unités gériatriques aiguës cardiologiques. Et ce transfert de compétences à la fois vers la gériatrie de compétences cardiologiques, mais également de compétences gériatriques vers la cardiologie. C'est ce dont Armelle vous a parlé tout à l'heure. Alors, ce qui est impressionnant, c'est évidemment tous les traitements de l'insuffisance cardiaque que l'on a à disposition. Et ce qui va être important justement dans le cadre de ce protocole de coopération, c'est la possibilité de s'appuyer sur une filière d'insuffisants cardiologues par nos paramédicaux, si on arrive à créer toutes ces CESIX dans toute la France, et à pouvoir avoir ces infirmiers, 60, 100, 200 infirmiers
qui vont pouvoir en fait très vite mettre en place les guidelines. Il faut voir les guidelines de l'insuffisance cardiaque qui donc actualisent tous les 4 ou 5 ans tous les traitements de l'insuffisance cardiaque. Et c'est une gageure majeure parce qu'il y a effectivement 80 000 généralistes, 6 000 cardiologues, alors pas tous en activité, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle guideline, c'est de pousser ces guidelines dans le secteur privé et hospitalier pour qu'elles puissent être mises en fonction. Et là, en fait, si on arrive à monter cette filière avec des paramédicaux qui titrent nos patients, on va pouvoir pousser ces guidelines en changeant simplement l'organisation et les algorithmes très rapidement et arriver à une optimisation des patients plus rapide. Alors évidemment, il ne faut pas imaginer que nos paramédicaux des C6, avec le nom que vous voulez bien sûr utiliser, pourront titrer tous les patients, mais ils titreront probablement ces 15% de patients très sévères qui plombent en fait notre système de sécurité sociale. Alors pourquoi c'est important de s'appuyer sur les paramédicaux? C'est tout simplement parce que la démographie médicale des médecins inscrits au Conseil de l'Ordre vieillit, et vous avez là quelques chiffres qui vous indiquent en noir la proportion de patients, et la moyenne d'âge en fait des médecins inscrits au Conseil de l'Ordre, c'est 57 années en fait. Pour ce qui est des cardiologues inscrits au CNOM, vous voyez ici le pourcentage de patients, enfin de cardiologues qui ont plus de 55 ans, ça représente 46%. Ce qui veut dire sur les 7195 cardiologues inscrits au Conseil de l'Ordre, beaucoup en fait gardent leur inscription mais sont en retraite en fait. Et dans les 10 ans, il y en aura moins de 46% encore qui vont donc arriver en phase de retraite. Donc on a vraiment un enjeu démographique majeur en fait de la fuite, enfin du départ en retraite et la diminution du nombre de cardiologues actifs. Alors tout ça, c'est lié à une politique de santé publique menée depuis plus de 30 ans où il y a une volonté de réduire le nombre de médecins. Donc on peut lutter contre ça, mais globalement, tous les pouvoirs politiques qui se sont succédés de différents bords n'ont rien changé. Et je crois que cette volonté de diminution de la démographie médicale, c'est pour s'appuyer, enfin c'est pour s'aligner sur les différents pays mondiaux européens. Donc on peut être contre, on peut vouloir s'opposer à ça, mais en pratique, rien n'est fait pour aller à cette rencontre au niveau des pouvoirs politiques, et tout ça, c'est pour nous inciter donc à développer ces nouveaux métiers paramédicaux. Donc, on peut s'y opposer, mais en pratique, maintenant, rien ne se passera. Donc, il faut avancer et il faut vraiment développer ces nouveaux métiers pour pouvoir soigner nos patients et les patients à venir. Donc, on le voit de plus en plus de traitements. Il y a de la volonté politique d'avoir de moins d'hôpitaux et de lits pour gérer, de moins en moins de coordination, de plus en plus d'informations à partager, de plus en plus de patients en soins cardiaques et de plus en plus de patients dépendants et âgés. Et en plus, on a des traitements qui marchent et donc le but, c'est d'optimiser. Alors, le parcours de soins, on le connaît. On a du mal à le structurer et l'organiser. C'est évidemment une hétérogénéité territoriale très importante où finalement, c'est des mots-clés que je vous donne pour dialoguer avec vos tutelles. Je pense que vous le faites déjà depuis longtemps, mais globalement, comment nous, on a réussi à convaincre notre hôpital de s'engager en fait dans nos travaux et d'avancer en fait dans le développement de la C6, c'est de leur expliquer donc que les patients, finalement, ils iraient dans 3 secteurs. Le domicile, la ville et l'hôpital. Et que l'avenir en ville, aussi bien à l'hôpital, est quand même assez contraint. Et le but, en fait, ça va être de avoir suffisamment de personnel qui puisse gérer ces patients directement au domicile via les systèmes de télésurveillance, de téléconsultation et de coordination, et que ça passe par une masse critique de patients concentrés dans une certaine pathologie, notamment bien sûr l'insuffisance cardiaque, et de cette gestion au domicile des patients par ces paramédicaux formés. Et donc, on le sait, ce parcours de soins, et c'est tout ce qu'on a fait avec l'équipe du GIC, c'est de pouvoir avoir des données dans différentes études, aussi bien sur les signes cliniques et la perception des signes cliniques de l'insuffisance cardiaque en société. Vous retrouverez tout ça, bien sûr, dans le livre blanc, mais également cette étude ICPS2 qui s'appelait « Premier symptôme, parcours de soins », premier parcours de soins, enfin la gestion du parcours de soins, qui monte en fait et qui donne des données chiffrées que nos institutions ont bien sûr pris et ont servi aux institutions pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Et j'étais content de voir que l'assurance maladie avait, lorsqu'on a eu des échanges, téléchargé cet article qui est paru donc dans Clinical Cardiology et qui a été quelque chose d'important pour le GIC et qui démontre globalement que l'entrée dans l'hôpital
est majoritairement lié en fait au patient ou à sa famille dans 17 plus 42. Donc vous voyez, dans 59% des cas, c'est le patient ou sa famille qui va faire entrer le patient à l'hôpital. Dans 22% des cas, c'est le généraliste. Dans 19% des cas, seulement c'est le cardiologue. Ce qui veut dire que le cardiologue n'est peut-être pas en première position pour répondre à une urgence et à une hospitalisation pour décompensation cardiaque. Le problème aussi, et ce qu'on a CPS2 a pu démontrer, c'est que la majeure partie, en fait, généraliste ou patient lui-même ou pompier, arrive aux urgences et que seulement le cardiologue sait adresser et connaît la filière d'insuffisance cardiaque. Donc, il y a une méconnaissance vraiment des patients, des généralistes, de cette filière d'insuffisance cardiaque qu'il faut créer et rendre visible. Par ailleurs, les patients présentaient des symptômes plus de 15 jours avant leur hospitalisation dans 47% des cas, ce qui démontre qu'il y a vraiment mieux à faire. Donc, le but de tout ça et de ces C6, c'est de décloisonner le domicile, la ville et l'hôpital et de transférer des compétences directement au domicile du patient via en fait cette télémédecine et que fait la télésurveillance ou les téléconsultations que nos infirmiers font. Ça permettrait de lutter contre cette démographie médicale donc qui est en baisse aussi bien à l'hôpital qu'en ville, de limiter tous ces passages et ces transferts aux urgences en intégrant les patients dans une filière. Et c'est ce que fait la C6 finalement quand il y a une alerte. La réponse va être de pouvoir gérer le patient au domicile via les infirmières libérales qui travaillent avec la C6 ou via le médecin généraliste ou le cardiologue, ou bien de revoir le patient directement à l'hôpital sans passer par les urgences dans le service et la filière active dans la C6. Et ça permettrait de donner donc une visibilité à cette filière. Et donc le but est de changer un petit peu de paradigme. On avait l'hôpital conventionnel, on a développé des structures d'HDJ avec maintenant des régulations pour diminuer les financements des HDJ. Et maintenant, le but est de transférer l'hôpital, ou plutôt la spécialisation à domicile, puisque c'est C6 qui sont en train de se monter à l'hôpital. Le but, c'est d'avoir des C6 également en ville qui s'appuient sur les CPTS et les cabinets de cardiologie. Donc, les étapes pour la création de notre C6, comment on a fait? On a convaincu notre chef de service, puis notre direction. On a lancé ce projet innovant. On a fait un business plan d'autofinancement dont on va reparler. Et on s'est engagé dans ce protocole de coopération nationale, puis après un article 51. Donc, le financement, il dépendait du projet ETAP. Alors, il faut savoir quand même que là, on va avoir, ETAP va passer au droit commun. A priori, ETAP va se finir en août 2022. Et on travaille avec les instances pour pouvoir assurer un financement pour ces C6 dans le cadre de la suite du projet ETAP. Ce projet ETAP, il assurait un financement donc semestriel, donc tous les 6 mois, avec un financement du professionnel de santé, un financement également pour le soignant qui assurait l'éducation thérapeutique. Et donc, vous voyez que nous, on avait fait que le financement en fait de ces deux contextes, le professionnel assurant la télésurveillance et l'accompagnement thérapeutique, soit versé sur la C6 en fait. Et donc, on avait par patient 340 € par patient donc télésurveillé qui assurait notre financement. La consultation IDE, on l'assurait avant l'article 51 sur un tarif médical puisqu'il s'agissait d'un transfert de compétences d'un acte médical à un infirmier. Et donc, à chaque consultation, on touchait 45 € ou 60 €, bien sûr, quand on avait l'électrocardiogramme. Donc, chaque patient, à chaque télésurveillance, pour chaque télésurveillance tous les 6 mois et tous les ans, donc, rapportait 340 € et 60 € par consultation de titration, sachant qu'il fallait au moins 4 consultations de titration pour pouvoir titrer et optimiser un patient. Donc, 100 patients télésurveillés par an, voilà le business plan qu'on a vendu. Ça rapporte 34 000 € et les consultations rapportaient 13 500, ce qui finançait un infirmier minimum à temps plein sur la C6. Alors, je vais vous passer sur l'article 51 parce qu'on en a déjà pas mal, enfin sur le protocole de coopération, on en a déjà discuté. Donc, comment avancer pour convaincre vos hôpitaux? Eh bien, il faut que vous ayez une idée, bien sûr, du nombre d'insuffisants cardiaques qui passent dans votre hôpital. Et ce qui est important, c'est de le voir non seulement dans votre service, mais dans votre hôpital et vous allez comprendre après. C'est créer votre business model, c'est de proposer combien de patients télésurveillés, combien de patients titrés vos infirmiers vont pouvoir avoir. Basez-vous sur le projet étape, parce que de toute façon, il va passer en droit commun.
Et à la suite, de toute façon, il y aura forcément un financement, mais on ne connaît pas encore dans quelle nature, mais basez-vous sur celui-là. Il faut s'inscrire, bien sûr, dans ce protocole de coopération nationale avec, bien sûr, vous l'avez compris, la possibilité de débuter avec le compagnonnage qui est recommandé avant d'avoir l'agrément de l'ARS. Hein. L'agrément de l'ARS va permettre l'autonomie en fait des paramédicaux, mais vous pouvez commencer à condition qu'un médecin valide les ordonnances et tout ce qui va être fait par les infirmiers jusqu'à ce qu'ils soient totalement formés et en autonomie. Et puis, c'est vous convaincre vos structures, bien sûr, de l'intérêt pour les patients, mais également il faut expliquer aux hôpitaux et à vos directeurs d'hôpitaux qui sont évidemment pas au courant de tout ce qui va se passer dans le financement du parcours de soins, dans cette vision en fait des années à venir sur ce financement au parcours de soins. Donc vous le savez, nos hôpitaux sont financés à la T2A et quand nous on a présenté le projet de la C6, le comptable de l'hôpital nous a dit non mais monsieur Damy, madame Duchesne, vous êtes très sympa avec votre protocole, mais en fait, vous allez diminuer les réhospitalisations et donc on va perdre de l'argent. Et donc, on ne voit pas comment l'hôpital va financer vos infirmiers si c'est pour une perte d'argent. Donc, il faut leur expliquer en fait que en fait, ce n'est pas une perte d'argent parce que le parcours de soins va arriver et que si on ne se lance pas maintenant, nos hôpitaux vont perdre de l'argent. Et puis qu'en fait, ça fidélise les patients en fait à votre structure, évidemment, et que finalement, la qualité des soins et l'amélioration de la qualité des soins fait qu'en fait, les professionnels vont vous adresser des patients et d'autres patients vont venir. Donc, depuis qu'on a lancé ça, on a toujours plus de patients et c'est vraiment pas un problème de diminution des hospitalisations. Donc, pour convaincre vos hôpitaux, n'hésitez pas à me contacter pour vous que je puisse vous envoyer cet article qu'on avait fait paraître dans Réalité cardiologique, qui décrit donc ce qui va devenir et qui alimente les diapositives qui vont suivre. Les diapositives qui vont suivre, c'est que le parcours de soins et la tarification au parcours de soins, elle arrive à grands pas. Et c'est pas pour rien que le parcours de soins, qui est normalement défini par la Haute Autorité de Santé, a été défini en 2019 par la Caisse d'assurance maladie, par l'assurance maladie, dans la vue et dans la vision de la tarification au parcours de soins. Donc l'assurance maladie a travaillé avec le CNP, j'ai pu faire partie en tant que président du GIC à ces réunions, et l'assurance maladie a clairement imposé ce parcours de soins dans un seul but de tarification au parcours de soins. Et donc il y a 5 points clés qui sont primordiales et qui vont servir à financer vos hôpitaux. C'est ces 5 indicateurs de qualité, alors de qualité à la sortie d'hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque de l'assurance maladie. C'est le nombre et le délai d'hospitalisation ou de réhospitalisation non programmée sur un an glissé, le délai entre la sortie de l'hôpital et le premier contact médical, le nombre de patients qui peuvent aller en réadaptation cardiaque, la mortalité globale intra- ou extra-hospitalière et le nombre de consultations réalisées. Et ça, il faut bien le voir que c'est pour les patients de votre service de cardiologie, mais également pour tout l'hôpital, parce que l'assurance maladie, elle a un chiffre macro. Donc, si vos hôpitaux et vos directeurs d'hôpitaux ne s'engagent pas à améliorer ce parcours de soins, vous allez voir la suite. Elle est déjà écrite. Le mail en dessous indique l'adresse Internet où vous pouvez trouver le rapport de l'assurance maladie qui reprend en fait toutes les propositions. Ce forfait au parcours de soins, il sera calculé sur une base forfaitaire populationnelle. Elle sera calculée à la patientèle actuellement prise en charge par l'établissement. Cette base dépendra du nombre de patients et de leur profil et sera structurée au niveau des univers médicaux. Ce qui est intéressant, c'est la part liée à l'activité. Chaque passage dans les pôles entraînerait donc la facturation d'un tarif à 2 niveaux de soins, selon que le patient a passé au moins une nuit à l'hôpital ou non. Et donc, en fait, il va y avoir 2 types de patients, des patients qui vont être hospitalisés dans l'année pour une décompensation cardiaque, et puis des patients qui gardent un parcours ambulatoire. Et globalement, schématiquement, on va dire qu'un patient hospitalisé, il va coûter 8 000 € par an. Un patient non hospitalisé, 1 000 € par an. Il va falloir que la ville et l'hôpital se partagent ce tarif. Et ce tarif sera une sorte de lettre clé. Et puis, la Sécu pourra probablement le faire varier en fonction de l'enveloppe qui est donnée à gérer l'insuffisance cardiaque. Ce qui est intéressant, c'est l'intéressement. Et ce qui est marqué sur la part liée à l'activité, le deuxième point de ce tableau. Et il y a quelque chose, donc ça c'est intégralement le texte qui est sur le rapport de l'assurance maladie. Ces tarifs n'ont pas vocation à couvrir l'intégralité des coûts.
Voilà, ces tarifs n'ont pas vocation à couvrir l'intégralité des coûts, c'est écrit. Je vous laisse réagir face à ça dans la table ronde qui suivra. Et il y aura un intéressement financier pour nos hôpitaux en fonction en fait des 5 critères qui sont donnés. Donc ces 5 critères sont vraiment dans un but de qualité, mais purement dans un rapport financier. Et si vos hôpitaux, et si vous voulez continuer à gérer l'insuffisance cardiaque, il va falloir que nos hôpitaux comprennent qu'il faut s'occuper de ces patients. Et c'est vraiment le signal d'alarme que l'on vous tire et qu'il est important de se lancer dans la création de cette filière parce que de toute façon, comme la démographie médicale, le parcours de soins va nous être imposé et on ne pourra pas dire grand-chose. Et si on veut continuer à s'occuper de nos patients en soins cardiaques dans une qualité et une optimisation, il faut avancer sur la structuration de cette filière et sur le transfert de compétences aux paramédicaux. Alors, c'est un engagement, bien sûr, qui est national. On n'est pas les seuls à porter cette voix. On l'a vu dans le board Optimisé, où il y a plus de 200 professionnels dans toute la France qui se sont engagés à réfléchir sur l'insuffisance cardiaque. Et puis, bien sûr, dans ce livre blanc qui est porté par la Société française de cardiologie et le groupe Insuffisance cardiaque et cardiomyopathie. Je peux vous envoyer, en fait, tous les livrets et tous les documents parce que c'est une source d'informations importante qui synthétise beaucoup de choses qui peuvent vous aider à dialoguer avec vos institutions et vos hôpitaux pour leur faire comprendre que là, on est dans un point stratégique et qu'il faut investir dans cette pathologie afin de pouvoir prendre en charge les patients. Donc là, c'est, vous voyez, tous les travaux qui ont été faits dans toute la France. Vous avez été nombreux à être engagés dans Optimisé. Voilà les 4 axes d'orientation qui ont été vus par les experts d'Optimisé. Systématiser le dépistage précoce de l'insuffisance cardiaque et des comorbidités, optimiser le parcours autour des filières territoriales, mieux partager l'information et également faire du financement du parcours un succès pour les patients et les soignants. Et vous avez vu que ce financement au parcours, il est déjà pensé, déjà construit et il va bientôt nous arriver. Alors, le livre blanc, lui, est un petit peu différent. C'est évidemment un livre blanc d'une société savante. Et on a fait des constats et des propositions à ce livre blanc qui est téléchargeable. Vous pouvez déjà le télécharger, mais encore une fois, on peut vous l'envoyer, où chaque constat et proposition s'appuie donc et répondent à 4 défis. Le premier défi, c'est lutter contre l'errance diagnostique et c'est informer le grand public et les professionnels de santé sur les signes de l'insuffisance cardiaque. Ces signes de l'insuffisance cardiaque, le GIC a contribué à les vulgariser sous le sigle et les acronymes EPOF et EPON. EPOF et EPON, maintenant, sont repris dans toute la France et je pense que c'est important. C'est des petits acronymes qui ne coûtent pas bien cher, mais qui permettent vraiment de communiquer, en fait, à tous les soignants, mais aussi au grand public sur des choses simples. Et si on n'avait pas eu cette vulgarisation de nos symptômes de l'insuffisance cardiaque, je pense qu'on serait encore malheureusement dans une errance diagnostique plus importante. Ce qui est important aussi à vous dire, c'est que l'assurance maladie a bien compris cet enjeu de communication et l'assurance maladie s'apprête à lancer une campagne maintenant de communication nationale, EPOF-EPON, et j'espère que vous allez pouvoir la voir se lancer. Et ça démontre l'importance en fait de pouvoir, vous voyez, fournir des moyens simples et de vulgarisation et de pousser nos institutions à prendre aussi à bras le corps cette communication. Donc évidemment, j'en suis ravi parce que le GIC qui lance tout ça ou des industriels qui ont repris EPOF et EPON, on n'a pas bien sûr la capacité comme l'assurance maladie à se lancer dans une campagne de communication nationale et je pense que c'est bien qu'elle se soit lancée. La deuxième défi qui est relevé dans le livre blanc, c'est de créer cette filière insuffisance cardiaque nationale pour on arrête cette errance, comme vous l'a montré CPS2 des patients, et que les patients en insuffisance cardiaque puissent non seulement être diagnostiqués, mais quand ils ont besoin d'être hospitalisés ou être pris en charge par des professionnels de ville qui reconnaissent l'insuffisance cardiaque, ou du moins qui s'intéressent à l'insuffisance cardiaque, qu'on puisse avoir cette vision nationale dans chaque territoire de où sont les soignants qui ont cette appétence pour l'insuffisance cardiaque et ont développé ces CSIC et CSIC également en ville et ces outils comme la télésurveillance pour prendre en charge ces patients. Et c'est ce maillage territorial qui va être un enjeu pour l'avenir, pour l'optimisation du parcours de soins et l'optimisation bien sûr des traitements. Le troisième défi, c'est de développer cette prise en charge multidisciplinaire qui dépasse bien sûr la cardiologie, qui va donc vers ces infirmiers et ce transfert de compétences et qui va aussi vers les pharmaciens, vers les gériatres, vers les médecins généralistes. Et là encore, il y a énormément de travail et je sais que partout en France, vous êtes en train de travailler, vous avez déjà travaillé dans le cadre des réseaux
avec vos professionnels et je vous invite vraiment à poursuivre et je vous félicite. Et il va falloir qu'on puisse, en fait, tout ce que vous avez fait, le partager de façon à faire gagner du temps à tous. Le quatrième défi, c'est cette alternative à l'hospitalisation conventionnelle aiguë, comme vous l'a dit Armelle. Il est clair qu'il y a une réduction du nombre d'hôpitaux. On voit qu'on a du mal à avoir maintenant des soignants dans les hôpitaux pour lit des patients. Et il va falloir trouver d'autres moyens pour pouvoir transférer également ces compétences d'hospitalisation au domicile du patient via l'HAD ou via des prestataires de services. Mais ça, c'est possible uniquement s'il y a l'expertise quelque part et probablement au niveau des C6 pour pouvoir surveiller ces patients et gérer les diurétiques intraveineux au domicile du patient et s'assurer bien sûr que la calémie, le poids et les doses de diurétiques sont adaptées au jour le jour. Et ça, c'est possible maintenant via la télésurveillance, les téléconsultations et bien sûr les infirmiers de la C6. Voilà, je voulais vous remercier nos patients qui nous font confiance. Donc, je ne vais pas vous remettre la vidéo du patient que vous avez eu la semaine dernière, mais clairement, ces propos, voilà, vous êtes loin pour moi, mais vous êtes à côté. C'est des propos qui nous touchent et qui rendent en fait le retour de nos patients dans la C6 et de la télésurveillance et vraiment, je dirais, quotidien, voire hebdomadaire ou quotidien. Et ces patients sont vraiment très heureux de pouvoir être pris en charge en fait par la C6 et on voit l'effet bénéfique de la C6 au quotidien. Et c'est pour ça qu'on est convaincu et passionné et qu'on souhaite vraiment vous aider à développer les C6 parce qu'après, c'est également des infirmiers, des médecins, bien sûr, qui trouvent leur intérêt, mais surtout, bien sûr, les patients. Donc, je vous remercie tous ceux qui sont connectés à ce preceptorship. Hein. Vous êtes nombreux, mais je voulais vous remercier parce que ça montre aussi l'intérêt. Et avec Armelle, on est vraiment là pour vous aider à monter ces C6. Voilà, je voulais aussi remercier nos partenaires pour ce webinaire, la PHP, Novartis et Ma Clinique. Et puis, tous les partenaires pour tous les projets d'article 51 qui nous aident également et le protocole de coopération. Bien sûr, l'HAS et l'assurance maladie, mais également l'ARS Île-de-France qui nous a beaucoup aidé pour monter tout ça et qui permet maintenant de le passer à un niveau national. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va poursuivre avec la deuxième table ronde. Bonjour, merci beaucoup Armelle, merci Thibaut pour vos présentations. N'hésitez surtout pas à poser des questions, on n'a que 10 minutes de table ronde, donc c'est le moment. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions sur le financement et le modèle économique des C6, aussi bien en hospitalier qu'en libéral. En pratique, comment vous voyez l'ancrage des C6, d'éventuels C6 libérales dans un modèle de coordination, comme nous on l'a créé, qui est ancré dans l'hôpital? Est-ce que quelque chose auquel vous avez réfléchi? On a commencé, parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose, évidemment par l'hôpital, puisque c'était là où on travaillait et que c'était quand même beaucoup plus simple. Mais le protocole de coopération, il a également été fait pour pouvoir en fait être déployé également en libéral. Donc, il faut que ce soit quand même un cardiologue qui entoure bien sûr les infirmières dans le protocole de coopération.
Et donc là, maintenant, avec Lucky Tinger, on est en train d'essayer de mailler notre territoire et de créer cette CESIC libérale. Alors, pourquoi on croit à cette CESIC libérale? On y croit parce que de toute façon, dans notre hôpital, on a 1500 patients insuffisants cardiaques qui passent chaque année dans notre hôpital. Donc, de toute façon, la CESIC ne pourra pas prendre en charge tous ces patients et qu'à un moment, on a besoin en fait d'un relais, en fait. C'est-à-dire qu'on a besoin que les patients retournent en ville pour être gérés en ville. Et donc, notre objectif est de pouvoir, en fait, au bout d'un certain temps où les patients qui n'ont pas eu d'alerte, par exemple, pendant 6 mois, puissent continuer leur télésurveillance en ville. Et c'est pour ça que dans notre conception de modèle, on voit une C6 avec ce S pour l'insuffisance cardiaque sévère de patients qui ont décompensé récemment et qui sont sévères, à gérer à l'hôpital, parce que là, le problème majeur, ça va être la coordination du parcours de soins et le retour à l'hôpital pour cette décompensation qui peut et qui risque de survenir. Et puis après, donc, de pouvoir travailler avec la ville une fois que le patient est stabilisé ou que les patients soient moins sévères, bien sûr pris en charge aussi en ville initialement pour prévenir cette dégradation. Et l'idée, c'est que la CESIC de ville puisse centraliser donc ces patients avant des compensations cardiaques dans une prévention directement en ville, donc des patients qui n'ont aucun circuit hospitalier. Et puis s'ils s'aggravent et que la CESIC de ville n'arrive pas, que nous, on puisse à ce moment-là, au décours de l'hospitalisation, les prendre en charge, et qu'en fait, ces infirmiers, en fait, à la fois de CESIC de ville et CESIC hospitalière, puissent travailler ensemble. Et moi, je crois beaucoup, en fait, à cette interaction entre les infirmiers de CESIC de ville et de CESIC hospitalière pour coordonner le niveau en fait de gravité des patients et la suite dans le parcours de soins, et on voit c'est ce qui nous manque vraiment. Alors j'y crois parce que quand on voit nos infirmiers actuellement, ils travaillent beaucoup avec les infirmiers Prado, c'est-à-dire que nous on fait un staff le mardi où on gère toutes les entrées et sorties. Il y a les conseillères de la CNAM qui sont là pour pouvoir engager les Prado, et en fait nos infirmiers, au début, il y a eu le doute de dire est-ce que les infirmiers de la C6 vont concurrencer les infirmiers Prado? Mais en fait, pas du tout. Ils sont complètement complémentaires et les infirmiers de Prado deviennent les bras armés en fait de la C6. Et souvent, les infirmiers de Prado, quand ils ont une question, parce qu'ils n'ont évidemment pas l'expertise dans l'insuffisance cardiaque avec les 2 heures de téléformation qu'ils ont, ils appellent les infirmiers de la C6 pour savoir quoi faire. Et donc, en fait, c'est vraiment une complémentarité et on peut tout à fait imaginer, en fait, une fois qu'on aura réussi à créer cette C6 de ville, de voir ces 2 C6 s'organiser. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec Lucky Tinger dans l'année à venir, c'est de créer et de construire cette CESIC de ville et de faire tous les documents, tout le modèle en fait de la CESIC de ville, de façon à ce que des collègues libéraux en ville, hein, pas en clinique ou à l'hôpital, en ville, puissent s'organiser dans une CESIC de ville qui s'appuie sur les DAC, les dispositifs d'appui, et également sur les fameuses CPTS. Et c'est tout à fait ça sur lequel je voulais enchaîner aussi, c'est qu'il y a un côté tout à fait matériel qui fait qu'en ville, on peut largement imaginer qu'il y a, ça va se conforter sur les CPTS, sur des structures, des maisons de santé, parce que concrètement, il faut quand même qu'il y ait plusieurs personnes à un même endroit à un moment donné, avec des box de consultation, etc. Mais on a, comme on disait la semaine dernière, des infirmières, on en a une qui essaye de développer son exercice, enfin qui est infirmière libérale aujourd'hui, et qui se voit bien faire les consultations de titration directement à la maison, et donc ça va plutôt être du téléphone en fait avec le cardiologue, enfin les cabinets de cardiologues. Donc, en fait, il faut ouvrir sa créativité parce que je pense qu'il y aura plein de choses possibles, tous effectivement dans ces modèles économiques. Et à un moment donné, effectivement, comme tu le disais Thibaut tout à l'heure, une notion de masse critique pour que le modèle puisse fonctionner et que en fait ce temps soit encore une fois gagné et qu'on perde pas de temps, que chaque acteur en fait arrive au bon moment du parcours et que du coup ce soit super fluide et que tout le monde ait bien compris qui fait quoi. Mais comme on part sur un socle commun de ce protocole de coopération, en l'occurrence, du coup, tout le monde va comprendre ce que fait l'autre. Donc, c'est assez… voilà, il faut avoir une bonne connaissance des métiers. Et ça fait partie de l'expertise, hein, ce n'est pas que le champ médical. Il y a aussi l'expertise du parcours. C'est pour ça qu'on parle souvent de ce parcours. Comprendre ce qui se passe autour dans l'entièreté de la prise en charge de ce patient. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions, c'est vrai qu'on a fait une envolée lyrique, on va dire, hein, sur la filière d'insuffisance cardiaque, mais
la stratégie, en fait, est que si on veut pouvoir avoir des moyens, il faut qu'on ait cette visibilité nationale et de montrer que les choses sont coordonnées et organisées, en fait. Si on reste, je pense, malheureusement, que sur des initiatives locales, on va se retrouver très vite, en fait, bloqué et on n'apparaît pas, en fait, par rapport aux autres spécialités et aux autres maladies. Alors, il y a Monsieur Marcadet, le Centre Cœur et Santé Bernoulli que nous avons créé fonctionne déjà dans le cadre d'un article 51 comme une structure de réadaptation légère, libérale. Il me semble donc indispensable que nous devons participer à ce modèle, d'autant que nous avons aussi créé une CPTS dans notre arrondissement. Je vais donc vous contacter très rapidement et avec grand plaisir. Dany, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Dany, oui, effectivement. On est en fait, les articles 51 ou les contacts que l'on a avec les institutions, on voit qu'on est dans vraiment un nouveau champ où tout est rendu possible devant l'urgence, bien sûr, de la prise en charge de cette pathologie. Donc, c'est à nous de trouver les solutions et je pense que c'est ce que le gouvernement attend pour avoir, avec le livre blanc, eu quelques contacts, à faire remonter en fait nos initiatives. C'est ce que fait notamment le livre blanc ou Optimisé, pour pouvoir en fait trouver à terme des nouveaux modèles et surtout des financements qui permettent à ces modèles de perdurer. Il y a un point sur lequel on n'a peut-être pas insisté beaucoup jusque-là, mais que je constate dans ceux que j'accompagne, c'est que quand vous mettez en place le protocole de coopération, en fait, vous ouvrez grandement une porte que vous aviez dû un peu fermer parce que trop de monde derrière la porte et pas de capacité pour les recevoir. Là, vous allez l'ouvrir plus grand. Donc, il faut arriver à ne pas regarder que ce que vous avez aujourd'hui devant les yeux. Il y a beaucoup, vous le savez par les chiffres, mais en fait, je me rends compte que sur le terrain, les uns et les autres, on a du mal à se rendre compte effectivement de cette masse qu'il y a derrière la porte. Donc, vous allez l'ouvrir et en fait, vous allez avoir plein d'autres gens à prendre en charge. C'est vraiment une activité nouvelle supplémentaire. Et souvent, je vois qu'il y a un blocage ou un frein au démarrage ou dans le modèle, vous vous limitez à ce que vous avez aujourd'hui dans vos lits, par exemple, pour les structures hospitalières, ou dans votre cohorte de patients en consultation. Et en fait, il faut voir beaucoup plus large à tous les patients que vous n'avez pas accès aujourd'hui. Il y a quand même plein d'insuffisants cardiaques, plein les rues, qui n'ont pas de cardiologue traitant aujourd'hui, tout simplement. Je crois que ça, c'est aussi important, c'est que les ARS vont bientôt mettre à votre disposition un moyen de tracing en fait, des patients sur le territoire, aussi bien en ville et à l'hôpital, où vous pourrez voir exactement où sont tous les patients insuffisants cardiaques et vous vous rendrez compte effectivement, pour avoir eu accès à ces données, que l'on voit en fait une petite proportion de ces patients et qu'il y a vraiment beaucoup à faire pour mailler dans le territoire. Est-ce qu'on a répondu à vos questions? Est-ce que vous pouvez juste nous faire un petit signe si oui, l'autre point important, oui, si on a répondu à vos questions? C'est la télésurveillance. Je crois que les infirmiers en fait de protocole de coopération ou les IPA sont vraiment, à mon avis, un point central en fait de la réussite de la télésurveillance. C'est-à-dire que on voit que quelques libéraux se sont engagés dans la télésurveillance, de cardiologues libéraux, des cardiologues hospitaliers quelques-uns, mais très vite en fait la masse de travail pour organiser cette télésurveillance et puis la continuité du soin qu'elle implique fait que le système se bloque en fait. Pour les collègues cardiologues libéraux que je connais dans mon territoire, ils n'arrivent pas à dépasser 30 patients à prendre en charge. D'une part, parce que peut-être en cabinet, la masse critique de patients est moins importante, mais d'autre part aussi qu'à un moment, en fait, c'est épuisant de devoir, pendant ces vacances, gérer les alertes. Et c'est là où les CSIC de ville pourraient vraiment, en s'appuyant entre cardiologues et cabinets d'infirmières, avec plusieurs infirmières formées, est un relais important pour les cardiologues et trouver un autre système d'organisation avec une possibilité territoriale. Et là encore, le fait que ça puisse être organisé à distance, nous on le vit maintenant avec notre C6 où notre C6 a changé de lieu en fait dans notre hôpital. Elle est un peu détachée de notre service et donc on est en train de valider un modèle en fait d'organisation de soins avec nos infirmiers un petit peu à distance de nous et on se rend compte que c'est tout à fait jouable et qu'un cardiologue pourrait très bien être dans son cabinet et les infirmiers dans un autre cabinet, à condition bien sûr qu'il y ait une communication, une confiance et un échange puissent travailler ensemble pour prendre ces patients en charge. Peut-être pour le mot de la fin, justement, je me dis, peut-être que Sylvia, tu peux me dire comment toi tu le vis aussi en tant que délégant au quotidien avec les infirmiers
à Mondor. C'est un plaisir, c'est la découverte effectivement d'un nouveau métier où il y a à la fois de la formation, on a l'habitude de former nos internes, mais je trouve que la former des infirmiers à un nouveau métier, à acquérir des nouvelles compétences, c'est extrêmement intéressant, toute la phase du compagnonnage. Et puis après, c'est un objet de réassurance. Moi, je suis ravie quand mes patients sont télésurveillés, de savoir qu'ils sont surveillés au jour le jour, que dans la plupart des cas, les infirmiers n'auront pas besoin de me solliciter parce qu'ils seront capables de, avec des ajustements simples thérapeutiques ou diététiques, de faire en sorte que le patient ne vienne pas en hospitalisation pour une décompensation cardiaque. Et en parallèle, je sais qu'ils feront appel à moi si vraiment ils sont en difficulté pour des événements qui sont un peu plus critiques. Moi, je suis extrêmement rassurée de savoir que mes patients en soins cardiaques sont titrés, télésurveillés et qu'on travaille tous ensemble avec une énergie qui est positive et qui est franchement nouvelle. Enfin, encore une fois, dans une situation un peu critique qu'on vit dans le secteur public hospitalier en ce moment, je trouve que c'est un objet de satisfaction dans mon quotidien. Est-ce que toi qui t'occupes de la formation au protocole de coopération, donc la formation nationale, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments, comment on s'inscrit, comment ça se passe, ces jours de formation? Alors pour l'inscription, vous pouvez passer par Armel qui vous transmettra tous les documents nécessaires ou par moi bien sûr. On vous a donné tout à l'heure l'adresse mail d'Armel Duchesne, armel.duchesne@aphp.fr. Puis donc encore une fois le contact c'est Rick Zawi au campus Picpus de la PHP. C'est 7 jours de formation. Comme Armel vous l'a dit tout à l'heure, ça commence au mois de février. Globalement, l'objet, c'est de faire en sorte que ces cours soient didactiques. Je sais que certains infirmiers qui ont été formés au cours des 2 dernières années sont en train de nous regarder. J'espère qu'ils partagent ce point de vue. Et l'idée, c'est vraiment l'enrichissement, l'échange, que chacun puisse, que ce ne soit pas uniquement nous qui apportions des choses, notre expérience, mais aussi que chacun des infirmiers puisse apporter aux autres ses difficultés, mais aussi ses satisfactions dans la mise en place de son projet et sa formation et ses questionnements. Et donc voilà, je trouve que c'est toujours une formation qui est très intéressante. Je suis très contente de pouvoir partager ça avec... On voit déjà la relation de confiance dans cette formation finalement, parce que tous les topos sont faits finalement à 2 voix, même si parfois c'est plus l'infirmier et puis Sylvia qui va être, on va dire, en backup médical, ou inversement, ça va être Sylvia qui va plutôt présenter les infirmiers qui sont en backup sur certains autres champs, mais en fait, on est toujours tous présents à chaque séquence et on voit bien il y a vraiment, on voit dans cette formation la complémentarité totale de la vision médicale, de la vision infirmière et de ma vision cadre. Je pense que c'est fondamental et je pense que c'est un peu ce qui est ressorti vendredi dernier quand on a fait la journée de synthèse à distance, et que pour que ça fonctionne, en fait, pour que le modèle fonctionne, il faut qu'il y ait une confiance de la part des infirmiers, une motivation, c'est absolument certain, mais pour avoir vu 30 des 45 infirmiers formés en France, j'ai aucun doute sur la motivation. Il faut qu'il y ait une confiance médicale derrière et un soutien médical pour faire avancer les choses, débloquer certains freins, être présent, rassurant, et puis en même temps faire prendre en responsabilité au fur et à mesure, pas tenir à garder ses fonctions de docteur, mais être capable réellement de les déléguer à un moment donné. Et puis, je pense qu'il faut qu'il y ait un soutien de l'encadrement pour toutes les tâches administratives que seuls les cadres sont capables de faire avancer. Et se faire se comprendre, les médecins et les infirmiers. C'est pas la même façon de former un médecin, c'est pas la même façon de former un infirmier, et on s'en rend compte dans le compagnonnage, et vous allez forcément vous rendre compte de ça. On n'a pas la même façon d'aborder la formation et on n'a pas la même façon d'acquérir des compétences. Et donc, c'est un peu aussi notre rôle de cadre, je pense, en tout cas c'est ma vision de mon métier, de se faire parler ces métiers-là aussi et de se faire comprendre que oui, mais c'est normal en fait pour un infirmier, d'abord il observe, ensuite il fait avec et ensuite il fait seul. Il a moins l'habitude qu'on le mette directement, qu'on le pousse un peu. Et c'est vrai que vendredi, c'était hyper intéressant de voir que parfois, on voit que c'est l'infirmière qui a besoin de pousser un peu les fesses du délégant, et parfois, c'est le contraire, c'est le cardiologue qui doit un peu pousser les fesses de l'infirmière en disant « Vas-y, fais cette consultation tout seul, vas-y, commence tout seul, j'arrive après ». Et inversement, parfois, c'est l'infirmière qui doit dire au médecin vas-y, laisse-moi la place devant l'ordinateur, parce qu'en fait, si je veux mener cette consultation et faire le compte-rendu, il va falloir que tu me laisses un moment la place. Donc, mets-toi à côté de moi, tu vas voir, ça va bien se passer. Donc, c'est vraiment, on a vu très bien vendredi cet effet-là. Donc, il faut se laisser la place mutuellement et chaque chose vient dans son temps. Voilà. Il faut ce trio solidaire entre médecins, vraiment. infirmiers Dès le départ. cadres, dès le départ, pour que ça fonctionne, pour résoudre toutes les différentes difficultés qui sont inhérentes à la mise en place de ce nouveau type de parcours de soins et ce nouveau type de projet et ce nouveau type de métier.
Et je pense que quand on y arrive, c'est encore une fois extrêmement satisfaisant. Ouais, je crois que c'est les mots de la fin, quoi, la confiance dans tout le monde, en fait, et même du patient. Et donc, on voulait vous remercier encore une fois d'avoir participé à ce deuxième webinaire. Là, on a vu les choses en grand quand même, hein, 34 hôpitaux, vous êtes à peu près 120 à participer. Il y a des cardiologues, mais également des infirmiers et des cadres. Et je crois que ça démontre l'intérêt de travailler tous ensemble pour avancer sur cette filière qui est indispensable, vous l'avez compris, pour bien prendre en charge les patients insuffisants cardiaques en France et puis aussi dans les pays, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg, qu'on salue encore une fois et on espère que vous allez, ça va vous aider aussi à trouver vos modèles nationaux pour pouvoir avancer si ce n'est déjà pas le cas. Voilà, je voulais remercier également donc la PHP, Emma Clinique pour nous avoir aidés sur toute l'organisation et bien sûr Novartis qui nous soutient dans et qui a contribué largement à ce que vous soyez tous là avec nous ce matin. Voilà, très bonne journée et bon courage pour monter vos C6 ou le nom que vous voulez, mais avec vos infirmiers de protocole de coopération. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'organisation. Voilà, on est là avec Armelle. De même, si vous voulez le livre blanc, optimiser également les livrets, des diapos ou les textes ou le texte de réalité cardiologique sur ce qui va nous tomber dessus. N'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Très bonne journée à tous. Au revoir.